les lowlights de Kyle Kuzma cette saison aux Wizards. Non, mais il a tenté des tirs. Il a tenté des tirs, Kyle Kuzma. T'as l'impression que, ouais, c'est le mec est à l'intersaison encore. Il avait sorti une décla avec Kuzma il y a genre 3-4 semaines en mode je suis pas là pour entourer les jeunes. Moi, j'en ai rien à faire d'être avec les jeunes. Je suis pas là, je suis là pour jouer mon basket. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Aujourd'hui, après un bilan de l'Ouest de la trade deadline, place à l'Est, un bilan un peu moins sexy, constant. L'Est, c'était l'ancienne terre de Alex Caruso. Comment ça va aujourd'hui, Constant? Bah ouais, c'est clair, l'ancienne terre d'Alex Caruso, c'était l'ancienne terre, puis la nouvelle terre de Marcus Smart, on en a parlé dans la première partie. Non, ça va. Là, déjà quand on a fait l'épisode sur l'Ouest, j'étais un peu ronchon, j'ai râlé sur 2-3 équipes, mais ce qui est bien, c'est qu'on a gardé celle sur laquelle je vais plus m'énerver pour cet épisode-là. Donc vraiment, restez aux aguets. Franchement, au niveau des chapitrages, Ben aura découpé par équipe. Si vous voyez une équipe qui commence par un A, vous voyez qu'elle fait 25 minutes, c'est qu'il y en a 15 où je suis en train de m'énerver, donc ça va très bien. On va parler d'une équipe qui m'agace. Surtout que l'épisode est pas du tout enregistré dans la suite de l'Ouest et pas du tout enregistré à une heure qui est pas faite pour enregistrer. Comment ça va, Tom? Très bien, écoute, hein. Content de vous retrouver. Hein. Ça faisait longtemps, effectivement. Et puis, ben voilà, on va parler un peu de la conférence Est, toujours en retard dans ses matchs face à la conférence Ouest, comme depuis 15 ans. Voilà, on dit ça pour rigoler. Vous l'aurez deviné, on a coupé l'épisode en deux. De manière très honnête, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, l'épisode allait faire 2 heures. Donc, on a préféré vous faire ça d'un côté Est, d'un côté Ouest. Ce qui ne change pas, c'est en tout cas que vous pouvez nous suivre sur les applis de podcast, sur Twitter et également sur YouTube. On fait court parce que on a un programme qui, après ce que m'a dit Constance sur sur une ville qui commence par un A, à propos de laquelle je pourrais aussi m'énerver, même si c'est saut 2020, on va peut-être prendre du temps. Alors on se retrouve juste après la pause et on va partir pour commencer du côté de Cleveland. Les Cavs, Constant, Tom, on les attendait peut-être à cette trade deadline, mais est-ce qu'on les attendait avec un move de cette amplitude? Je ne sais pas. Du coup, du côté des Cavs, on voit l'arrivée de DeAndre Hunter en provenance des Hawks. Les Hawks, on vous garde sous le coude pour, je pense, une envolée lyrique de Constant dans quelques minutes. Tom, DeAndre Hunter, qu'est-ce que tu en as pensé de cette arrivée qui... Alors moi, je dois vous avouer que... Alors, Luka compte pas, hein, mais dans le top 3 des trades qui m'ont surpris, il y a Mark Williams et il y a DeAndre Hunter. Perso. Ben, DeAndre Hunter qui redore un peu son blason cette saison, c'est un des meilleurs joueurs des Hawks, en tout cas l'un des plus constants, sans jeu de mots, hein. l'un des, l'un des plus réguliers, on va dire ça, l'un des plus réguliers cette saison, avec dans un rôle de sixième homme d'ailleurs, hein, qui au départ on pensait qu'il serait titulaire et puis là il sort du banc et il arrive à entre guillemets à être un joueur offensif indépendant. Alors il y a toujours des hauts et des bas au niveau défensif. Tu sais pas sur quel jour tu vas tomber. En tout cas, moi les jours où j'ai pu le voir, il y avait du bon et du moins bon dans sa défense. Mais en tout cas, Cleveland va chercher le morphotype physique qui lui manque. C'est-à-dire que Cleveland, c'est une équipe qui avait besoin de joueurs capables de dribbler, de shooter et de défendre des grands gabarits, dans la théorie au moins. Donc là, il se donne une option supplémentaire et Cleveland se retrouve avec un 7 majeur, voire un 8 majeur plutôt costaud. Et c'est vrai que ça se fait pas sans douleur, puisque bon, il se sépare de joueurs qui étaient intéressants pour eux à court terme, en tout cas sur le début de la saison, qui était un peu en surchauffe, hein, avec Caris LeVert et aussi George Young. Donc on sait que ces joueurs-là, au niveau des playoffs, c'était plutôt des points d'interrogation. DeAndre Hunter en playoff, là où quand il y est allé, il a montré des choses assez intéressantes. Hein. Il avait flashé des choses assez intéressantes. Match tous les ans. C'est le Zion de l'Est. C'est ça, il avait Sans flashé des choses play. intéressantes. Mais ce qui est surprenant pour moi, c'est vraiment l'engagement financier que font les Cavs, justement, parce qu'on sait que DeAndre Hunter, c'est un joueur qui est sous contrat pour de nombreuses saisons. Il a encore 2 saisons sous contrat, là où George Young et Caris LeVert étaient des contrats finissants. Alors sur le trade, ce trade-là permet cette saison en tout cas aux Cavs de passer en dessous de la luxury tax, mais quand on va regarder au niveau des années précédentes, au niveau des années suivantes, à partir de l'année prochaine, Cleveland est déjà la 3e équipe
au niveau de l'active cap, c'est-à-dire les salaires garantis pour l'an prochain. Devant eux, il n'y a que Boston et Phoenix. Phoenix qu'on salue après la première partie du podcast. Constant, tu en as parlé, tu en pensais quoi, DeAndre Hunter? Petite parenthèse personnelle. DeAndre Hunter, c'est un des rares joueurs des Hawks avec lequel j'ai une relation qui n'est pas toxique. C'est un joueur que j'aime plutôt, DeAndre Hunter, dans le sens où, alors Tom, tu as parlé des performances en playoff. Oui, c'est pas ça, c'est que tu parlais d'un joueur qui est capable d'être indépendant. C'est un joueur qui était du côté des Hawks capable de parfois punir ce qui pouvait être fait par les défenses adverses, pardon. Et ça, j'aime bien cette dimension-là dans son jeu. Il a un peu modifié. On parle beaucoup de son volume de tir qui a évolué cette année, mais en vrai, ça a commencé la saison dernière quand il est revenu de blessure. Il a pris plus de 3 points. Je pense que ça, c'est une consigne claire de Quinn Snyder. Clairement, il y a une influence de Quinn Snyder là-dessus. Donc je pense, vu ce qu'ils ont envoyé, je te lance là-dessus, Constant, c'est peut-être presque ce qu'ils pouvaient espérer de mieux, au vu de ce qu'ils ont envoyé. Oui, je pense que c'est ce qu'ils pouvaient espérer de mieux, mais c'est un move. Enfin, ce qu'ils pourraient espérer de mieux, c'est trop péjoratif par rapport à ce que récupère Cleveland. J'ai envie de dire, Tom en a parlé. C'est le problème quand on passe après quelqu'un aussi talentueux que Tom, c'est que tous les points que je voulais évoquer ont déjà été évoqués par Tom. Mais en gros, oui, pour moi, en fait, on en a un tout petit peu parlé dans l'épisode sur la conférence Ouest, mais sur les gros, en gros, tout le midfield a essayé de faire des moves. Que ce soit à l'Est ou que ce soit à l'Ouest, tout le midfield a essayé de faire des moves. En gros, les grosses équipes, ou en tout cas les équipes qui étaient placées haut, hormis quelques moves financiers type Jalen Springer qui a envoyé à Perpetually Walou ou Jericho Sims qui a envoyé à Perpetually Walou, ces équipes-là n'ont pas bougé. Sauf Cleveland, et j'ai l'impression que Cleveland a bougé parce que de toutes les équipes du haut de tableau, c'était celle, hormis Marcus Smart pour Memphis, mais bon, c'est un cas particulier, parce que c'était celle qui avait le trou le plus facilement identifiable, c'était vraiment l'aile. C'était l'aile. Et l'ajout de DeAndre Hunter, moi, j'aime pas parce que j'aime bien. C'est pour résumer un petit peu ma pensée. En tant qu'OKC, j'aime pas parce que j'aime bien. DeAndre Hunter, je trouve que il amène un truc, c'est qu'on en avait souvent parlé quand on avait évoqué le cas des Cavs, mais tu avais, pour moi, une problématique, c'était la problématique du 5e titulaire. C'est-à-dire que Dean Wade est tout le temps blessé, Isaac Okoro n'apporte pas satisfaction, Max Strus est quand même énormément limité, et je pense que l'ajout de DeAndre Hunter, quand bien même je suis même pas convaincu que ce soit lui le titulaire, je me demande s'ils vont pas garder Max Strus ou s'ils vont pas sortir Dwayne Wade, bien sûr. Bienvenue en 2018. Dwayne Wade qui sort du banc du côté des Cavs. Bien sûr. Pas en 2018, par contre. Pas en 2018. Mais effectivement, non, je me demande s'ils vont pas garder Dean Wade en tant que 5e titulaire. Mais je trouve intéressant ce que font les Cavs, c'est qu'ils partent quand même dans une optique qui est très offensive avec l'ajout de DeAndre Hunter qui amène du volume à 3 points, quand même de la qualité au scoring, tout en étant un défenseur capable on-ball, parce que off-ball, c'est autre chose, mais ils essayent en gros d'amener un ailier pour se dire, bon, comment on fait pour défendre sur Jason Tatum, en gros, hein, parce qu'ils vont pas mettre Isaac Okoro, enfin, comment on essaye de défendre sur Jason Tatum sans que le joueur sur lequel on le met pour le défendre soit trop pénalisant offensivement, ou alors pour nous éviter de passer dans une optique de small ball qui viendrait à mettre en lumière les difficultés défensives de Donovan Mitchell et de Darius Garland. Donc, ils trouvent un petit peu ce compromis-là avec DeAndre Hunter. Donc, moi, je trouve que c'est un bel ajout. Je trouve que du côté de Cleveland, on se donne les moyens de ses ambitions. Et c'est un cas, on en a parlé sur la première partie du côté de Memphis. C'est pas le cas de toutes les équipes. Alors oui, par contre, financièrement, ils sont dans une situation, Cleveland dans une situation où, comme l'a dit Tom, ils sont à 207 millions de cap actifs. Et je vais même développer un peu plus son propos. Ils sont à 5 millions de la seconde à prendre l'an prochain, avec 11 joueurs sous contrat. Sachant que il n'y a pas, par exemple, un joueur comme Ty Jerome qui montre de très belles choses et qui potentiellement aurait intérêt à être prolongé du côté de Cleveland, ou en tout cas que tu as envie de garder. Donc, ce que je trouve bien du côté de Cleveland, c'est t'amènes de la taille, t'amènes un ailier qui peut potentiellement close les matchs serrés, qui peut être un bon défenseur on-ball. Tu n'as quasiment
lâcher aucun de tes assets, c'est-à-dire que Caris LeVert est quand même sur courant alternatif et n'est pas vecteur à être une garantie en moment où tu arrives en playoff, et Georges Niang, de par son profil, était littéralement injouable défensivement sur une série playoff. Donc, tu ne perds pas trop en termes de qualité. Par contre, bah ouais, il n'y a pas de trade parfait, donc ça t'engage financièrement. Et là aussi, je donnerais du crédit à Dan Gilbert, qui, même si c'est un Trumpiste avéré, au moins paye les équipes à partir du moment où elles sont compétitives. Et ça, pour le coup, on en a parlé avec Memphis, c'est un avantage non négociable et c'est pas le cas de tous les proprios. On salue le podcast 76 aussi qui connaît la même situation. Bien sûr. Le seul petit bémol qu'on peut apporter à ce trade, je pense, c'est que ils La santé. achètent la santé et ils achètent la valeur. L'action d'Andre Hunter n'a jamais été aussi haute depuis peut-être 3-4 ans, quoi. C'est-à-dire que il est en bonne santé, il met ses tirs, il a un rôle qu'on arrive à identifier. Ce qui est en gros les 3 problématiques de DeAndre Hunter à Atlanta ont été résolues en partie cette année. C'est peut-être la seule chose qu'on peut remettre en question. Après, ils achètent l'action avec des actions aussi qui étaient au plus haut possible, hein, puisque Caris LeVert, Aussi. l'efficacité commençait à drastiquement redescendre. Quand tu shootes plus à 50% à 3 points, et oui, ton efficacité en prend un coup. Et puis Georges Niang, qui, voilà, comme tu disais, Constant, a des limitations potentiellement avérées pour les playoffs. Après, la seule chose que moi euh, je trouve que c'est une équipe qui se donne les moyens de ses ambitions, puisque généralement, quand tu as un si haut pourcentage de victoires, tu fais pas de gros changements structurels, tu vas faire essentiellement des changements à la marge. Là, c'est quand même un gros changement, c'est-à-dire que c'est un joueur qui certes va arriver sur le banc, mais qui pourrait potentiellement être titulaire. C'est un joueur clé. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais ça ressemblerait peut-être par exemple à l'échange Marc Gasol Valanciunas, quoi. C'est-à-dire que tu échanges un joueur qui a des faiblesses contre un joueur qui est une force là où le joueur que tu échanges était une faiblesse, alors même que ton équipe fonctionne déjà très bien. C'est parce que tu sais drastiquement que la saison régulière c'est un monde et qu'en playoff c'est pas assez. Et je trouve vraiment, désolé pour insister, vendre l'action à DeAndre Hunter, la capacité qu'a DeAndre Hunter à sanctionner, pas toujours à bon pourcentage, c'est le point négatif, mais à capacité à sanctionner par exemple des mismatchs, parce que c'est un joueur qui est assez grand, assez long, ça c'est un élément que n'avait pas Cleveland je pense, à son arc. Alors, je dis pas que DeAndre Hunter va être la première option des Cavs en playoff, je dis absolument pas ça. Je dis plutôt que c'est un autre élément offensif qui est assez intéressant parce que, voilà, je dirais plus dans le power ranking. voilà, parce qu'on peut potentiellement se poser des questions sur certains, on va dire, la viabilité de certaines choses en attaque des Cavs. Si vous avez rien à rajouter, Constant, c'est ton moment. Parlons donc de l'équipe qui s'est séparée de DeAndre Hunter. Ce sont les Hawks d'Atlanta. Les Hawks d'Atlanta qui ont réalisé un autre mouvement majeur. C'est le trade de Bogdan Bogdanovic qui a été envoyé aux Clippers contre Terrence Mann, Boys Island, un second et des seconds tours. Je vais vous afficher tout ça sur YouTube comme d'habitude. Constant, c'est à toi. Je m'assois, ma gourde commence à perdre un peu d'eau. J'aurai pas le temps de mettre de l'eau, mais vas-y Constant. Non, mais il y a un moment. Il y a un moment. Encore une fois, comme dans le premier épisode, il n'y a rien de plus agaçant. Et je me mets à la place des fanbases, des fans des Hawks, que de voir un proprio qui fait n'importe quoi. C'est-à-dire que l'objectif d'Atlanta, c'était #duck the tax. C'était d'éviter la taxe. C'est ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire quand j'ai cité Cleveland, donc je reviens très rapidement là-dessus. Je trouve ça très fort de la part de Cleveland de s'être renforcé sportivement tout en passant en dessous de la taxe cette année. Voilà. J'ai fini pour Cleveland. Mais non, mais du côté d'Atlanta, en fait, je comprends pas Atlanta, ce qu'ils font. Je comprends pas. Ils ont Duck the Tax, ok. Mais là, honnêtement, tu peux dire, ok, DeAndre Hunter, sa valeur, elle a jamais été aussi élevée. T'essayes un petit peu de capitaliser sur la valeur marchande de DeAndre Hunter. Ok. Mais on est d'accord que tu t'es drastiquement affaibli sportivement avec la perte de DeAndre Hunter. Même avec la perte de Bogdan Bogdanovic, même s'il rentrait pas un panier cette année et qu'il était souvent blessé. Pourquoi, à partir du moment où Jalen Johnson se blesse, tu pars dans une optique d'être vendeur pour passer en dessous de la taxe,
alors que tu n'as pas ton pic de draft. C'est-à-dire que les Hawks, ils peuvent même pas tanker parce que leur pic, il part à San Antonio, quoi qu'il arrive. Il y a même pas d'optique de le pic, il est protégé à 6, le pic, il est protégé à 8, il est unprotected. Le pic des Hawks, c'est unprotected, il part à San Antonio, quoi qu'il arrive. Et en fait, vraiment, je comprends pas. Il faut m'expliquer, Tom ou Ben, vous allez m'aiguiller, mais qu'est-ce qu'essayent de faire les Hawks? C'est-à-dire qu'ils passent sous la taxe, mais sportivement, ils s'affaiblissent tellement. Alors oui, t'as Atlanta, tu vas avoir du cap pour la saison prochaine. Super. Qui va venir à Atlanta en tant que free agent? Je sais pas, il va peut-être croiser Young Tug, il y a peut-être un free agent qui va croiser Young Tug, il va dire super, j'ai envie de venir. Mais Atlanta, vraiment, Pour ça finir me... en tôle, mais bref. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais Atlanta, ça me peine vraiment pour la fanbase parce que t'es dans une situation où c'est déjà compliqué, les nombreuses itérations autour de Triangle. Tous les ans, tu changes le projet, tous les ans, tu changes la manière d'entourer Triangle. Tous les ans, ça marche avec plus ou moins de succès, mais plus, moins que plus. Donc, et là, tu es dans une situation où tu lâches DeAndre Hunter. C'est incroyable. J'ai trop de trucs à dire. C'est incroyable que Clint Capella soit encore un joueur des Hawks après la deadline. C'est incroyable que Clint Capella soit encore un joueur des Hawks après la deadline. J'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on dit ça. Mais voilà. Pour éviter de m'éparpiller dans tous les sens, ok, t'es passé en dessous de la taxe, mais tu t'es affaibli sportivement alors que tu n'as pas ton pic. Et je pense qu'à terme, ça va juste attirer de la frustration sur Triangle. Et je sais en plus, je sais pourquoi il passe en dessous de la taxe. C'est parce que il y a l'extension de Jalen Johnson qui kick la saison prochaine et qui veulent en garder sous le coude pour l'extension de Dyson Daniels qui va prétendre à une extension l'été prochain et qui va coûter un sacré paquet d'argent. Mais c'est faire preuve de tellement de radinerie que, ouais, encore une fois, je comprends le move, mais juste pour la fanbase, c'est usant. C'est vraiment usant et je les plains. Alors, je vais vous décrire ce qui s'est passé. Tom, à l'évocation des prolongations futures de Jane Johnson et de Dyson Daniels, a fait cette espèce de sourire du père qui voit son enfant réussir une espèce de prouesse. Alors qu'on... Je me suis fait full padawan, là. Alors, Tom, je t'en prie, vas-y. Bah oui, ce sont des mouvements financiers, sachant que les Hawks ont changé de timeline. Alors oui, on va dire que Trae Young est le porte-étendard du projet, mais en dehors de Trae Young, bah, t'as le moteur, mais t'as changé toute la carcasse autour. Hein. Donc t'as plus comment ça Toujours s'appelle, Clint John Capella. Collins. T'as toujours la boîte de vitesse. Voilà, t'as Capella. plus les John Collins, DeAndre Hunter, et encore Bogdanovic, Cam Reddish, Cam Reddish et comment il s'appelle? Dylan Wright. Huerter aussi. Huerter, Qui ne sont plus là, ces joueurs-là. Mais, et tout autour, tu as des joueurs qui sont beaucoup plus jeunes et qui sont encore dans leur premier contrat. Donc là, tu dois faire, ils font un réalignement. En fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire un réalignement. Et la compétitivité n'est pas forcément leur priorité. Et pour ça, tu disais justement que c'est incompréhensible de faire un move financier alors que ton pic de draft n'est pas à toi. Mais au final, le bas de la conférence, il est tellement mauvais que tu peux t'affaiblir et quand même rester en bonne position. Bah, on parlera d'une autre équipe après qui est derrière Atlanta en termes de résultats sportifs et qui est capable de pousser très rapidement en termes de classement. C'est pas beaucoup de matchs. Hein. Le vrai problème avec le Il n'y a pas réalignement... tant de win d'écart que ça. Mon problème avec le réalignement, Tom, et on en parlait avec Constant avant que Tom arrive, on en parlait, c'est que tu réalignes alors que tu parlais du moteur, Tom. Une voiture ne peut pas avancer sans moteur. J'ai raté mon permis, mais ça, je pense que j'ai compris le concept. Ta carcasse n'a aucun sens sans ton moteur. C'est-à-dire que tu réalignes sur un projet où, dans l'éventualité où le joueur part, Trae Young, ton projet n'a plus sens, n'a plus aucun sens. C'est ça, en fait, le truc que je trouve difficile à comprendre dans la démarche des Hawks, c'est que ils continuent à redessiner leur équipe dans une espèce de volonté de toujours entourer Trae Young jusqu'au moment où Trae Young va partir, parce que rappelons, on a parlé d'Aaron Fox dans la première partie, il y a eu des bruits Trae Young insistants vis-à-vis des Spurs, et mon petit toit me dit, vu tout ce qui sort vis-à-vis de l'influence que Rich Paul aurait un peu, joué en sous-main pour que ça soit d'Aaron Fox, je ne suis pas complotiste, mais bon, bref, ça peut se lire comme ça, cette histoire. Mais qu'est-ce que tu fais, en fait? Quelle est la vision à moyen terme? C'est ça ma question. Il y a quelque chose que Constant a dit qui est super intéressant. En fait,
pour intégrer ça justement à ce que je pense, c'est ils veulent, comme tu dis Ben, ils veulent entourer Trae Young qui est sur un contrat designated sans aller dans la taxe. Oui. C'est ça, c'est ce qu'ils veulent faire. Oui. On est d'accord. Donc à partir du moment où tu as ça, tu vas être obligé d'aller récupérer. Tu vas être obligé de à chaque fois changer le talent autour parce que tes talents, encore une fois, les joueurs qui accompagnaient Trae Young au début, ils ont été échangés pour des problématiques financières. Et si on peut aller plus loin, je trouve assez terrifiant, à l'exception de John Collins, sur celle de Greg, que d'un point de vue terrain, sauf Kevin Huerter pendant 1 an et demi, beaucoup d'échecs terrain, en fait. Il y a un truc qui est assez remarquable vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que Cam Reddish, ça marche pas. Ensuite, DeAndre Hunter, on attend. Kevin Huerter, ça a marché un peu, mais ça marche pas. John Collins, ça a été très compliqué. Je sais pas. Je me demande aussi, et Constant, je te laisserai enchaîner, parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire, dans quelle espèce de stabilité tu projettes ta franchise quand la plupart des joueurs cadres de ton effectif sont pratiquement constamment dans le trade block. Onyeka Okongwu est dans le trade block depuis je sais pas combien de temps. Clint Capela est dans le trade block depuis je sais pas combien de temps. DeAndre Hunter est dans le trade block depuis... Tous les joueurs qui ont entouré Trae Young, à un moment, sont dans le trade block. Ah, mais je pense qu'il le jour où il va demander son transfert, faudra faire un espèce de récapitulatif de l'intégralité du cycle Trae Young à Atlanta parce que ça n'a aucun sens. Franchement, et Dieu sait que je suis critique de Trae Young et que je suis vraiment pas fan de Trae Young, mais on est dans une situation où les Hawks, ils ont attendu 3 ans pour faire passer Onyeka Okongwu titulaire devant Clint Capela. Quand tu commences à avoir une équipe qui marche plutôt bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, bon, allez, on reprend les mêmes et on repart. Allez hop, c'est bon, on y retourne. Je pense que, voilà, sans que ça devienne un épisode sur le projet des Hawks, déjà, il y a une problématique de base, c'est que si Trae Young était au niveau d'un top 10 DH20, toutes ces problématiques n'existeraient pas. C'est-à-dire que les problématiques financières existent parce que ton niveau de compétitivité n'est aussi pas suffisant pour encaisser une équipe qui va dans la taxe. Peut-être que si les Hawks étaient une équipe qui allait de multiples fois en finale de conférence, peut-être que le proprio serait déjà un peu plus enclin à payer de la taxe. Et surtout, il y a cette optique où, en fait, tu t'affaiblis sportivement parce que t'as pas ton pic, mais surtout, tu t'affaiblis pour la saison prochaine aussi. Et tu es dans une situation où si Trae Young demande un transfert, tu ne peux pas repartir sur des bases saines puisque tu n'as pas tes pics de draft puisqu'ils passent du côté, ils sont toujours du côté de San Antonio. Il y a le 2026 qui a un swap et le 2027 qui part en unprotected. Donc je pense que vraiment le trade de DeJounte Murray, et là aussi c'est ce qu'avait dit Tom dans la première partie, le désespoir qu'ont eu les Hawks, et là pour le coup de surréagir en essayant de balancer la maison sur DeJounte Murray, est l'une des pires choses vraiment qui soit arrivée aux Hawks ces dernières années. Et t'es dans une optique où c'est Nate Duncan qui disait ça dans son podcast. C'est un peu comme Luka Doncic aux Lakers. Tu enlèves Trae Young aux Hawks, les joueurs de l'effectif ne font plus aucun sens. Il y a plus l'intégralité du roster des Hawks est bâti pour fonctionner avec Trae Young. Et à partir du moment où tu enlèves Trae Young, ça marche plus. Sans vouloir manquer de respect, que ce soit Dazon Daniel, que ce soit Jalen Johnson, qui sont des joueurs que j'aime bien, même Onyeka Okongwu, mais tu es dans une situation où tu ne vas pas vraiment satisfaire ta superstar, et surtout, si ta superstar elle demande un transfert dans les 18 ou dans les 12 mois, eh ben, tu peux même pas repartir sur des bases saines en termes de reconstruction. Et ça me terrifie pour un marché qui, on va être honnête, Atlanta, est au mieux un moyen marché. C'est la problématique de faire une construction. Tom, tu parlais d'entourer un joueur avec un contrat massif et en ayant des restrictions financières. C'est aussi le problème d'entourer un joueur, tu l'as dit Constant, j'allive aux deux idées, c'est entourer un joueur au fit qui est pas top DH20 en fait. Tu peux pas entourer un mec au fit qui est pas assez bon parce que le jour où ce mec part, t'as plus de moteur. Et c'est ça aussi, je trouve, la problématique Hawks, c'est que les Hawks, et ça a été le cas sous Travis Schlenk, ça a été le cas sous Landry Fields, ils te disent à chaque fois, on fait les choix en pensant à Trae Young. Sauf que Trae Young, c'est pas Nikola Jokic, en fait. Il y a un moment, les bénéfices que tu obtiens en entourant bien Trae Young sont pas assez hauts pour justifier, en fait, les sacrifices que t'apporte cette politique-là. Donc, bref. Mais en tout cas, le roster des Hawks actuellement, il ressemble beaucoup à Charlotte. Mais, alors, bref, on va pas faire un épisode Hawks, mais mis à part la campagne de playoff, ça fait
l'expérience Trae Young, c'est une équipe mid. Les Hawks, ça fait 6 ans que c'est une équipe mid. Ils ont eu un alignement des planètes. C'est une équipe moyenne. J'en ai marre qu'à chaque intersaison, ça soit Trae Young, je sais pas. C'est une équipe moyenne. Mais ils ont jamais gagné 50 matchs hein, sous cette itération. Bah non. Ah non. Sous Alors, Trae Young, ils ont jamais gagné 50 matchs. Hein. Ah, c'est c'est les Kings de l'Est, pardon, avec une conférence moins relevée, donc ils vont en playoff. Enfin bref, on pourrait passer beaucoup de temps sur les Hawks, mais courage aux fans des Hawks parce que en fait, Oui. c'est assez bizarre dans le sens où c'est pas le même désespoir que les Bulls ou que d'autres franchises parce que c'est un désespoir assez étrange dans le sens où c'est une espèce d'histoire qui se répète. C'est un jour sans fin. Voilà. C'est toujours la même répétition, toujours les mêmes tentatives. Donc, je suis en train de regarder la trame. Est-ce que, en parlant des Raptors, on apporte beaucoup plus d'espoir à ce podcast? Je ne sais pas. En tout cas, on va enchaîner entre deux équipes qui se battent dans le play-in. On va parler des Raptors qui ont, alors les gars, je pense que c'est important à noter, qui ont ramené peut-être le meilleur joueur dont on va parler dans cet épisode, c'est Brandon Ingram. C'est un trade qui a été, qui a été accueilli de manière assez froide. Et je parle pas de l'hiver à Toronto. Constant, Tom, qui est chaud pour parler de Brandon Ingram? Tom, je te lance parce que tu l'avais dans un DH20 un jour ou au 21e d'un DH20, je crois, de tête. Il était 3. dedans il y a 2 saisons, je crois. Ouais, 23. Il y a 2 Moi, saisons, j'avais voulu le mettre, dedans. mais j'avais pas osé. On dirait un petit peu, Zach Clayman. Voilà, clairement. Donc, ouais, bah, je trouve que. Alors, comment dire Masai Ujiri, on va dire que Masai Ujiri, il n'aime pas acheter du spéculatif. On va dire ça très franchement. Et que c'est quelqu'un qui va essayer d'être le plus opportuniste qui soit. Il va acheter du talent concret. Et c'est ce qu'il a essayé de faire avec Brandon Ingram, qui le fit dans l'effectif est assez discutable, pour le coup. Hein. Le fit il peut être assez discutable par rapport à ce que Brandon Ingram, enfin, les qualités et les forces de Brandon Ingram par rapport à ce qui manquait à cet effectif-là. Mais c'est, encore une fois, c'est un joueur de talent que tu n'aurais pas pu ramener à la free agent. Je pense que c'est pas un joueur qui aurait considéré Toronto à la free agency. Et je pense que Masai Ujiri, il se dit, j'ai Scotty Barnes, qui est mon numéro 1. J'ai construit l'équipe autour de Scotty Barnes. Ben, je vais essayer de ramener le maximum de talent autour de lui. Et puis, si jamais le talent que j'ai ramené, ça fonctionne pas, ben, je vais utiliser ces contrats-là pour prendre une opportunité de marché. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'il va voir Brandon Ingram. C'est un peu comme ça qu'il voit R.J. Barrett. Et c'est aussi peut-être un peu comme ça qu'il voit Emmanuel Quickley. Moi, effectivement, je suis d'accord avec Tom. C'est un pur move de Masai. C'est Masai, il a vu une opportunité de marché à bas coût. Il a fait, c'est pour moi. Je prends, je regarde pas le fit de terrain, je regarde pas l'aspect financier, je vois une opportunité à bas coût. Et surtout, la hantise de Masai, j'aurais pu perdre la dernière année de contrat de Bruce Brown contre rien. Non! La rétention de valeur, Masai. Donc, effectivement, Brandon Ingram va du côté des Raptors. Là aussi, c'est dur en fait d'évaluer le move autre que par l'aspect. Masai a vu une opportunité à bas coût, il s'est dit je vais sauter dessus, quitte effectivement à, encore une fois, ce qu'a dit Tom, le reproposer dans des packages de trade d'ici 1 an. Donc effectivement, le 5 majeur, en termes de nom, a de la gueule. Hein. Emmanuel Quickley, Scotty Barnes, J. Barrett, Harrison Barnes, bien sûr, Brandon Ingram et Jakob Poeltl. Je sais pas pourquoi je suis parti sur Harrison Barnes, mais effectivement, j'ai vu, je sais plus quel podcast a dit, en gros, R.J. Barrett et Brandon Ingram, c'est la pire version que tu pourrais avoir du duo Jaylen Brown, Jason Tatum. Genre vraiment, deux ailiers playmakers grands, c'est la pire version que tu pourrais avoir du duo. Mais effectivement, on est dans une situation où, sur le papier, ça a de la gueule. Il y a des vraies problématiques sportives. Et peut-être que, là aussi, R.J. Barrett, il avait bien performé après son trade. Là, cette saison, c'est plus compliqué. Enfin, globalement, il n'y a pas un seul joueur qui attaque bien du côté de Toronto cette saison, quoi. Scotty Barnes est, on va dire, un rendement assez aléatoire. Emmanuel Quickley a un contrat qui est très compliqué à partir du moment où il est jamais présent sur le parquet. Enfin voilà, il y a beaucoup de problématiques.
Moi, je me demande en fait si, de par la médiocrité de la conférence Est, c'est pas une équipe qui serait capable l'an prochain d'aller chercher, je sais pas, un spot 6 ou 7. Je sais pas, hein. À partir du moment où tu vois que Détroit est septième actuellement, bon, bah, à effectif équivalent, tu vois, même en sortie de banc, t'as toujours Grady Dick sur lequel j'ai pas mal de reproches à faire, mais t'as aussi Agbagir, enfin, t'as pas rien, quoi. Après, c'est très cher pour une équipe. Pardon, c'est très cher pour une équipe qui va viser la 6e ou la 7e place, puisque je pense que si tu fais venir Brandon Ingram, c'est parce que tu as un mini accord sous la table pour le faire prolonger. Hmm. Sauf que tu as déjà 25% du cap qui est engagé sur Scotty Barnes, tu as déjà 21% sur Quickly, 18% sur RJ Barrett et 12% sur Jakob Poeltl. Donc en gros, si on estime que Brandon Ingram va être au moins, je dis bien au moins, à 20% du cap, tu as 90% du cap qui est sur 5 joueurs pour 5 joueurs où tu n'en as aucun qui approche un top 20 DH20 et voire même qu'approche un top 30. Et peut-être que Scotty Barnes, dans ses bons soirs, peut être top 30 DH20. Mais du coup, ouais, c'est une équipe où Masai a vu une opportunité de marché, mais la finalité ou l'après me laisse assez sceptique. Ben, t'en avais parlé à l'été 2019 quand il y avait la notion de retour des duos. Et tu disais que c'était quelque chose de temporaire parce que quand une équipe va s'apercevoir que son duo n'est pas assez bon, ben, elle va essayer de faire un trio. Et en fait, c'est ce qui se passe, je pense, avec ben, le trio Barrett, Quickly et Barnes. C'est pas assez bon. C'est pas assez bon. Et comme tu peux pas upgrade sur le Détroit, bah, tu vas essayer de trouver une amélioration sur le quatrième joueur. Et tu vas chercher une quatrième option qui peut potentiellement prendre la place des deux premiers pour constituer ton trio fort. Moi, d'un point de vue fit terrain, les gars, mon X, c'est que du coup, tu m'as mis Harrison Barnes dans la tête. Constant, du coup, j'adore Scotty Barnes, mais le X, c'est que je trouve qu'on parle pas assez. Alors, globalement, personne parle des Raptors en ce moment. On salue Gabin. Je trouve que Scotty Barnes apporte quand même des gros soucis en termes de fit et en termes de qui est-ce que tu mets à côté de lui. Parce que autant c'est un joueur grand, c'est un ailier qui a un très bon sens de la passe, je suis d'accord, mais tu fais quoi avec, et je pensais à ça en préparant, je pense que parmi les premières options assumées en NBA, je mets de côté ce qui se passe à Washington, genre, etc. C'est le moins bon scoreur de toutes. Et je pense que je le dis sans trop de soucis. Je vois pas quelle Ouais. première option est À un moins bon... Houston, si Ouais, tu estimes que le premier scoreur c'est Jalen Green. ah oui, mais Banquero aussi, les gars. Hein. Ah, c'est vrai que Banquero, ouais, c'est ouais, très Banchero compliqué. cette année. Ouais, bon, on va le mettre dans les membres. Ah oui, voilà. Je pense que là, c'est un oubli totalement volontaire de ma part. Bref, tu vois, c'est un des moins bons attaquants et ça pose la question. Enfin, moi, du peu de matchs, c'est pas l'équipe que j'ai le plus vu, hein, mais du peu de matchs que je vois de Toronto, tu vois qu'il y a des fins de possession où Scotty Barnes, s'il regarde à droite, à gauche, qu'est-ce que je fais? Bah, qu'est-ce que je fais? Je donne la balle à Brandon Ingram. Voilà. Il y a aussi cette notion de, il faut du scoring et j'ai un joueur qui va scorer. Alors, bien évidemment, c'est Masai Ujiri, je suis d'accord avec vous, je vais pas répéter. Bref, le problème de faire de la rétention de contrat et ensuite de garder le mec et refaire de la rétention et du coup refaire de la rétention sur la rétention, c'est qu'au bout d'un moment, il te reste plus d'eau. Il y a plus rien. Du coup, c'est le concept de la rétention, c'est qu'il y a un moment où ça se vide. Mais je suis pas si aussi négatif que j'ai pu le lire parce que, et Constant, du coup, t'as donné une partie de ma réponse. C'est un projet, certes, qui fait pas rêver, mais ils ont un plat plancher play-in sûr. Et s'ils Oui. restent en bonne santé, c'est une équipe qui peut même viser l'avantage du terrain sur le play-in, voire sans play-in dans un monde parfait. Et bah, au vu de la situation dans laquelle ils sont, c'est difficile de refuser Brandon Ingram. Surtout que là, on arrive quand même aussi sur les deux trucs qui font kiffer Masai, c'est-à-dire une opportunité à bas coût. Et là, il a un 5 où il peut mettre trois ailiers interchangeables qui sont des grands ailiers qui sont capables de faire du playmaking. Enfin là, Masai, il adore. Il adore. Et là où je serais peut-être un poil moins critique envers le fit terrain, si Brandon Ingram confirme ce qu'il a confirmé sur les quelques matchs qu'on a vu cette saison sur l'augmentation du volume à 3 points, il y a peut-être un monde où ça fonctionne. Mais après, voilà, c'est sur ça sur lequel je voudrais partir. Et un tout dernier point, puisque tu l'as évoqué, Ben, sur le cas Scotty Barnes, lui aussi, je trouve que ça fait beaucoup de situations où on change le projet, entre guillemets, autour de lui. C'est-à-dire qu'au début, on garde Pascal Siakam ou OG Anunoby pour l'entourer. Puis après, on trade en disant, tiens, c'est les clés du camion. On voit que finalement, bah, ça marche
pas tant que ça, enfin ça marche pas si bien que ça quand c'est lui qui est seul conducteur du bus. Donc du coup on lui ramène un Brandon Ingram. Bah, peut-être que lui aussi il est pas suffisamment bon. C'est juste une histoire, c'est pas une histoire de contexte, c'est pas une histoire de coach, c'est pas une histoire de roster. Peut-être que lui tout simplement n'est pas suffisamment bon pour être ce qui est par exemple un Kate Cunningham du côté des Pistons, c'est-à-dire un joueur qui est le visage de ton projet sans trop de discussion. Skill set. Je pense que son skill set, et il y a un gros problème de skill set pour être une première option. Il y a Offensif. Ouais. Offensif, parce que défensivement. Ouais, pour être une première option offensive, moi je suis désolé, moi je trouve ça criant quand je regarde les matchs de Toronto, c'est que il y a un monde où ça peut être une deuxième option extrêmement intéressante parce qu'il du coup il aurait des attributs de deuxième option qui seraient rares, mais en termes de première option, il est pas assez déterminant sur la capacité à scorer. Je suis désolé, c'est trop dur pour lui de scorer. Quand tu as une première option qui galère à scorer, ça commence à devenir difficile. Enchaînons, les gars. J'avais dit qu'on ferait pas 1 heure. Quelle naïveté. Alors, du coup, enchaînons avec les Raptors. C'est là où vous allez voir nos liens parfois sont un peu compliqués. Une équipe qui était du coup avec les Raptors dans le trade de Jimmy Butler, c'est bien évidemment le Heat de Miami. On va donc s'envoler du côté de Miami. Il fait beaucoup plus chaud tout à coup après avoir bravé l'hiver de Toronto. Juste parce qu'on en a pas parlé dans l'épisode précédent, on avait beaucoup axé la discussion sur Jimmy Butler, sur les Warriors. Miami qui a donc récupéré le contrat d'Andrew Wiggins, celui de Kyle Anderson, un premier tour protégé d'Avion Mitchell. Alors peut-être que plus que le package, vous pouvez parler d'Andrew Wiggins si vous en voulez. Les gars, c'est un peu la situation de Miami, la gestion du dossier Jimmy Butler. Il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de pistes sur lesquelles on peut partir. Allez, Constant, comme tu as dit que c'est difficile de parler après Tom, je te lance. Sur quelle piste tu veux t'engager ? Non, là, pour le coup, je vais faire extrêmement court sur Miami. Déjà, le fait qu'ils donnent le 22 directement à Andrew Wiggins montre à quel point ils ont la haine envers Jimmy Butler. Ils ont une haine viscérale en termes de Jimmy Butler. Ça rappelle le PJ Dozier. Le PJ Dozier, bien sûr, qui avait récupéré le 35 du côté d'OKC, qui bizarrement l'a pas gardé très longtemps. Mais qu'il a pas gardé très longtemps. Mais il s'est fait couper. Il s'est fait couper. Et après, il est parti le porter à Denver. Mais non, sur l'aspect Miami, moi, je vais être très rapide. Je pense que on est dans une situation où Pat Riley a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il a voulu un joueur qui peut apporter directement, parce que la hantise de Pat Riley, c'est que le Heat ne fasse pas les playoffs cette année et qu'ils se retrouvent pas maître de leur pick l'an prochain et qu'ils se retrouvent avec un pick unprotected à envoyer au OKC. Donc je pense qu'à partir du moment où ce que voulait Pat Riley, c'était un joueur qui permet au Heat d'atteindre les playoffs cette année et du coup d'être maître de leur pick de draft, il a eu ce qu'il voulait. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le Heat. Et tu parlais de leur pick qu'ils envoient à OKC, mais si le pick qu'ils envoyaient à OKC était non protégé, mais aussi le pick qu'ils devaient envoyer à Charlotte pour le transfert de Terry Rozier devenait aussi non protégé. Donc oui. Ils ont cette obligation justement de faire les playoffs pour être maître entre guillemets de leur, enfin pas maître de leur pick de draft, mais au moins que les picks puissent s'enchaîner en gardant la protection. Voilà, que les pics puissent s'enchaîner en gardant la protection. Et voilà, c'est une équipe qui va pouvoir aussi faire du recel potentiellement d'Andrew Wiggins. À un moment donné, il rigole. L'utilisation du verbe receler, c'est ça qui m'a tué. Bref. C'est ça, du recel d'Andrew Wiggins pour soit à la draft pour une équipe qui chercherait un joueur intéressant et athlétique à mettre à l'aile. Zach Kleiman, si jamais tu regardes cette vidéo. Trop cher. Et non, mais globalement, voilà, je trouve que Miami, c'est une équipe quand même qui s'en sort bien, qui après un début de saison assez inquiétant, commence là à retrouver un peu de couleur avec justement les jeunes qui donnent un peu de regain, tu vois, Khalil Ward qui donne un peu de regain au projet, Tyler Hero qui continue sur sa belle saison, Jovic, Rakes qui est un peu dans le dur par rapport à ce qu'on pouvait attendre de lui la saison dernière, mais voilà, l'effectif se rajeunit un petit peu. Voilà, ça va être une équipe de col bleu, je pense, une équipe de col bleu qu'il faudra coacher. Et avec un haut niveau plancher, j'ai l'impression qu'on a dit ça pour quasiment toutes les équipes. J'ai l'impression que toutes les équipes ont un haut niveau plancher. Ouais. Parce que toutes les équipes qu'on bougeait sont dans le midfield, littéralement. Ouais. Donc toutes ces équipes-là cherchent un niveau plancher. Enfin, ouais. de tous les moves, hormis les Lakers
et le cas de Cleveland qui est à part, je ne vois pas une équipe qui a fait un trade en espérant être contender. Quand bien même, soi-disant, le haut de la conférence Ouest fait peur à personne, toutes les équipes qui ont fait des trades ont essayé... Ah si, à Milwaukee avec Kuzma. Oh là, j'allais la faire. Voilà, il y a Milwaukee avec Kuzma, mais bon, peut-on considérer ça comme un move pour te renforcer? On en parlera juste après, mais je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont plus dans une optique, quand bien même elles disent que le haut de la conférence leur fait pas peur, d'essayer d'avoir un niveau plancher parce qu'ils savent que rejoindre le haut va pas être si simple que ça. Et d'ailleurs, peut-être petite chose qu'on n'a pas abordé sans le couper sur Miami, c'est que l'important pour eux justement, c'était pas de prendre beaucoup de contrats puisque il y a cette volonté d'être j'allais dire un player, d'être Un acteur. un acteur, voilà, un acteur important pour la free agency 2026 avec potentiellement des Luka Doncic, des joueurs comme ça qui pourraient potentiellement être disponibles, un peu comme on attend Giannis depuis 2 ans. C'est pour ça que le trade de Luka, quand même, c'est un séisme. C'est que les équipes qui avaient comme ambition de se positionner sur 2026, qui pourrait être une fenêtre de free agency, quand il y a possiblement les Lakers avec Luka Doncic et du cap qui s'inscrivent dans cette lignée-là aussi, du coup, tes cartes sont un petit peu, les cartes sont un petit peu redistribuées tout à coup. Et peut-être que ton plan est pas si sûr que ça. Sur Miami, juste une chose, Tom, t'as dit, ils s'en sortent bien. Je compléterai la phrase au vu de la situation sur les dernières semaines. Parce qu'ils font les moves un peu avant où ils décident de se séparer de Jimmy Butler cet été. Ce qu'ils auraient pu faire au moment où ils ont vu que contractuellement ça allait pas le faire. Est-ce que le package aurait été bien meilleur? Je sais pas, peut-être. Mais je pense qu'on se serait évité tout un drama qui a peut-être un peu écorné l'image de Hit Culture, etc. Ok, qu'il a quand même bien écorné, hein, je trouve. Et c'est un sacré effet papillon, tu vois, le non-trade de Damian Lillard, au final, il a de grosses conséquences sur la franchise du Heat, quoi. Les fans de Miami le disent à juste raison, j'ai déjà vu ça passer. Miami est la seule franchise qui, quand un joueur souhaite y aller, n'y atterrit pas. Tu vois, il y a quelques exceptions, mais en gros, quand une superstar veut aller à Miami, Boston, sous Danny Ainge aussi. quand un joueur montre un intérêt assez important pour aller à Miami, il atterrit pas à Miami. Bref. Moi, ce que je trouve quand même très rigolo, c'est que vu qu'ils ont fait venir Davion Mitchell, ils ont enfin le maillot Mitchell floqué numéro 45. Oui. C'est vrai en plus. C'est vrai. C'est pas la même envergure de bras. Non, effectivement. Tu parlais, Constant, de move pour aller vers le titre. Je vois pas pourquoi tu as sorti les... Alors, ils se tiennent tous les deux la tête entre les mains, Constant. On ferait ça sur nos miniatures YouTube, de mettre nos têtes, on mettrait ça. Je pense que ça serait la meilleure image. On va donc parler des Bucks qui... catastrophique. Il est dur cet épisode-là. Il est très très dur. Il est tard. On va être fatigué. Allons-y. On va donc parler des Bucks qui ont donc décidé, on ne sait pas vraiment pourquoi, si on le sait, de trader pour Kyle Kuzma en se séparant. C'est le nom important à retenir. Ils ont donc envoyé Chris Middleton. Merci pour les services, Chris. On t'envoie du côté des Wizards. Merci pour tout. Et ils ont aussi fait la très bonne acquisition de Kevin Porter Jr. parce que franchement, fallu lui donner une autre chance. On avait besoin de ça. Constant, c'est ton épisode. Parle-moi des j'aurais même pu à dire leur nom, des Bucks. Non, mais quand tu as un joueur comme Chris Middleton, qui, on va être très honnête, sans Chris Middleton sur les playoffs 2021, qui est Captain Clutch, les Bucks ne sont pas champions. Mm-hmm. C'est-à-dire que, ne serait-ce que le match 7 face aux Nets, si Chris Middleton ne met pas des grands paniers à la fin de l'overtime, les Nets passent et Milwaukee n'est pas champion. Et peut-être que Giannis, ça fait 18 mois qu'il est plus à Milwaukee. Tu l'envoies. Même face aux Hawks. Bien sûr, face aux Hawks, ouais, il fait un chantier de fou. Enfin, voilà, c'est Captain Clutch. Vraiment, sur les playoffs 2021, c'est la version parfaite de Chris Middleton. Tu sais pas d'où ça sort. Enfin, bref, c'est Chris Middleton, quoi. C'est un joueur qui va probablement avoir son maillot retiré du côté de Milwaukee. Tu l'envoies à Washington pour le remercier. Contre Kyle Kuzma. C'est même pas tu l'envoies contre une superstar. Tu l'envoies contre Kyle Kuzma. Et déjà, il y a un manque de respect. Alors, on n'est pas sur un manque de respect à l'échelle de ce qu'a été fait à Luka Doncic, mais on est sur un manque de respect envers le pauvre Chris Middleton. J'aime beaucoup aller lire le message qu'a posté Giannis, je sais plus, je crois que c'est sur Instagram, qui
dénote un petit peu, on va dire, d'un message qu'envoie souvent une superstar quand son sidekick s'en va. J'ai trouvé, pour le coup, j'ai trouvé très émouvant, donc je vous encourage à le lire. Et surtout, du côté de Milwaukee, en fait, je comprends que Chris Middleton, il est pas souvent là. Ce qui est le cas. Je comprends que Chris Middleton, il peut être frustrant de par ses absences. Mais pourquoi tu vas aller prendre Kyle Kuzma, sachant que en tout aspect, enfin sur tous les aspects du basket, hormis la disponibilité, Kyle Kuzma est un moins bon joueur que Chris Middleton. C'est un moins bon joueur près du cercle, c'est un moins bon joueur, c'est un moins bon shooter à 3 points, c'est un moins bon défenseur, c'est un moins bon joueur dans l'autocréation. En fait, c'est un moins bon joueur en tout point, hormis sur la disponibilité. Et en fait, tu es dans une situation où je comprends pas pourquoi tu vas faire ce move. Vraiment, je suis dans l'incompréhension. Moi, j'ai une théorie qui dit que les Bucks, ils ont vu que pour aller en finale, il faut trade pour un joueur des Wizards. Puisque les Celtics sont trade pour Porzingis, qui était un joueur des Wizards, et que les Mavs ont tradé pour Gafford, qui était un joueur des Wizards. Donc ils se sont dit, peut-être que c'est la recette pour aller en finale. Ou alors, ma théorie, c'est qu'ils se sont dit, bah peut-être que sur un coup de chance, on va aller en finale, on va jouer au KC, donc on va prendre un profil à la PJ Washington avec Kyle Kuzma pour les embêter. Non mais blague à part, le move de Kyle Kuzma. Alors je sais que du côté de Washington, il n'était pas dans de bonnes circonstances et j'ai aucun doute sur le fait que notamment son efficacité va augmenter du côté de Milwaukee. Mais te séparer de Middleton, qui était quand même un joueur très utile et un joueur historique de ta franchise pour Kyle Kuzma, là aussi, ça va être le mot-clé de l'épisode. Ça me laisse sceptique. Les lowlights de Kyle Kuzma cette saison aux Wizards. Non, mais Affreux. il a tenté des tirs. Il a tenté des tirs, Kyle Kuzma. T'as l'impression que, ouais, c'est le mec à l'intersaison encore. Mais il avait sorti une décla, Kyle Kuzma, il y a genre 3-4 semaines en mode je suis pas là pour entourer les jeunes ou un truc. J'en ai rien à faire d'être avec les jeunes. Je suis pas là, je suis là pour jouer mon basket. Quoi dire? Franchement, quoi dire? T'as tout résumé, Constant. Franchement, vas-y, Tom. Je pense que là où c'est déceptif, c'est qu'il n'y a pas eu de move après. C'est-à-dire que, par exemple, quand ils font ce move-là, ça les fait passer en dessous de la seconde apron. Donc on se dit, ok, ils peuvent désormais réagréger des joueurs et peut-être aller justement réagréger 2 joueurs potentiellement pour récupérer un autre joueur qui justement pourrait faire en sorte que la perte de Middleton soit moins dommageable. Sauf que non. C'est ça qui est déceptif. C'est ça, c'est-à-dire que en gros, ils ont préparé le terrain pour faire quelque chose, sauf que le deuxième move n'est pas arrivé et ils se sont réhandicapés à la seconde apron en envoyant du cash avec Ryan Rollins. Donc voilà, c'est dommage. En fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui était prévu qui s'est pas fait. Et c'est pour ça que ça laisse un peu. Je pense pas qu'ils se disent. Je pense pas que le front office, ils arrivent se disent. Le seul move qu'on va faire d'envergure, c'est remplacer Chris Middleton par Kyle Kuzma. Je pense pas qu'ils se disent ça, le front office. Ils se disent, on a besoin de faire ça pour faire autre chose, sauf que autre chose, c'est jamais arrivé. Les Butler, quoi. Ouais, et mon problème avec ça, c'est ça fait combien de fois qu'ils vont faire ça, en fait? Du coup, ils veulent amener Bogdanovic il y a quelques années, ils se trompent, ils font une erreur, et Bogdanovic, ça se fait pas. L'intersaison, pas celle d'avant, celle encore d'avant, avant que Dame arrive, Lopez, etc. Lopez devait partir, ils le font revenir et tout. C'est une gestion de front office, mais qui n'a aucun sens. C'est une catastrophe. Là, c'est moi qui vais partir en live, Constant. Donc, quoi dire sur ces bugs, c'est que, franchement, c'est un peu l'idée. Vous voyez que parfois, on nous critique dans le DH20 quand on nous dit « Ah, mais vous mettez ce joueur-là. Par exemple, vous mettez Kawhi très très haut. Ça n'a pas de sens parce qu'il est tout le temps blessé. » On peut dire ça avec Chris Middleton, par exemple, ou même Giannis, parce que Giannis est blessé en playoff. Le truc, c'est que je préfère la potentialité de Chris Middleton en playoff que la présence de Kyle Kuzma. En vrai, c'est ça le problème. C'est vrai. C'est ça le problème, parce que Chris Middleton est certes blessé, mais Chris Middleton répond toujours présent. Il fait une très bonne série contre les Pacers l'année dernière, Chris Middleton aussi, hein, dans espèce de marasme de la sortie des Bucks. Même s'il bouge plus beaucoup. Ouais, il a bien évidemment, en termes de mobilité, en termes de défense, il a beaucoup perdu par rapport à son prime, mais c'est moins pire que Kuzma. C'est moins pire que Kuzma. Kuzma, c'est catastrophique. Encore une fois, je regarde pas mal les Wizards cette année.
la toxicité de Kyle Kuzma, c'est une dinguerie et la manière dont il influe de manière négative sur le reste de l'effectif en termes de, tu l'as dit, Tom, prise de shoot, prise de responsabilité. Il casse des possessions, mais j'ai jamais vu ça. Alors peut-être qu'on peut vivre sur en fait, le souvenir de Kyle Kuzma, c'est un peu à l'échelle du role player, le souvenir de Zion sur le match de play. Il faut arrêter. Voilà, faut quitter ce monde-là. Non, c'est dramatique en termes d'ambition. Vas-y, Constant. J'ai une stat sur le fameux True Shooting Plus, donc l'efficacité relative à la moyenne NBA. Kyle Kuzma n'en a aucune au niveau de la moyenne NBA. Chris Middleton en a une en dessous. Voilà, c'est juste en termes d'efficacité. Et moi, il y a deux trucs. Le duo avec Bobby Portis, on est sur un niveau de QI basket incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que les deux, là pour le coup, vous savez, il y a cette phrase moi que je déteste, c'est oui, mais il y a qu'un ballon. Là pour le coup, Kyle Kuzma et Bobby Portis, il y a qu'un ballon. Va falloir trouver une solution parce qu'il y a qu'un seul ballon. Et moi, il y a un truc qui me terrifie, et vraiment me terrifie. J'ai peur que les Bucks se disent, vous savez quoi, on va mettre sur certaines séquences, vu que Brook Lopez arrive plus trop à bouger, on va mettre Kuzma en 4 et Giannis en 5. Et ça, je sens venir poindre et je sens pourquoi ils prennent Kuzma, parce que c'est un ailier long, athlétique, qui peut potentiellement défendre sur des 4 pour remettre Giannis en 5 pour essayer de colmater la brèche pour Brook Lopez qui fuit de plus en plus. Ah oui, mais ça, c'est potentiellement. Mais aujourd'hui, Kyle Kuzma, c'est un ailier long qui ne défend pas et qui est mauvais en attaque. Ah oui, je suis d'accord. Moi, j'essaye de comprendre le raisonnement. Je t'avoue que là, moi, j'ai arrêté d'essayer de comprendre avec les Bucks. On parlait de mauvais front office en off. Eux, ils sont très, très hauts. Hein. Eux, ça fait partie de ces front office qui ont la chance d'avoir eu un joueur générationnel, leur tomber, on sait pas trop comment, dessus. Parce qu'en termes de décision, on fera de toute façon le bilan dans un jour ou s'il y a un trade de Giannis ou un départ de Giannis, mais d'ailleurs, c'est eux qui envoient l'asset dans la transaction, puisqu'ils envoient leur pick de draft de cette année, quoi. Et Jay Johnson qui avait été vivement et véhément critiqué parce que le joueur n'était pas prêt du tout. Et peut-être qu'au final, ils ont bien fait de prendre un joueur pas prêt du tout, parce que s'ils avaient pris un role player de 23 ans, il aurait eu moins de valeur, ce pick. Allez checker le cimetière des éléphants, l'historique de draft des Bucks. À chaque fois, on le fait, on l'a refait en off avec Ben avant d'enregistrer. Comment vous voulez entourer une équipe quand vous avez un tel cimetière et quand vous avez systématiquement des échecs en termes de draft au premier tour? Parce qu'au second tour, il y a des trucs intéressants, mais au premier tour, il n'y a rien. Et du coup, tu es obligé comme tu n'es pas un marché de free agency, tu es obligé de t'en remettre t'es obligé de t'en remettre qu'à des trades quasiment, ou des minimums vétérans. Ouais. En fait, il faudrait fusionner genre les Grizzlies pour faire un super animal, les Grizzlies et les Bucks ensemble. Voilà, tu mets Zach Kleiman aux Bucks. Ah, les Bucks, c'est peut-être une dynastie, attention. Eh bien, enchaînons, on va parler d'une équipe du coup qui était dans ce trade aussi. Ce sont les Wizards, les gars, pour un peu terminer. Les Wizards qui donc je pense, ont décidé c'est assez rare pour être noté. Moi, j'ai plutôt bien aimé ce qu'ont fait les Wizards, dans le sens où la toxicité, je le répète, de Kyle Kuzma est arrivée à un tel niveau qu'elle devenait dangereuse pour la bonne santé de l'effectif. Alors, Chris Middleton va pas beaucoup jouer, mais je pense que en termes de choix totalement lunaire sur un terrain de basket, ça sera toujours moins pire que Kyle Kuzma. Et en termes de présence vétéran, rappelons quand même que c'est une franchise qui avait décidé de donner la responsabilité d'entourer ces jeunes à Kyle Kuzma. Bref, Chris Middleton, c'est bien. Marcus Smart, bon, je pense que on l'a pas dit dans la première partie, mais Marcus Smart, il est peut-être un peu carbo. Enfin bref, il est peut-être en fin de parcours. Mais moi, j'aime plutôt bien ce qu'ont fait les Wizards. Je pense qu'ils donnent totalement les clés de l'effectif à Bilal, que Jordan Poole s'est racheté un peu une conduite. Il y a toujours Alex Sarr. Donc, le projet est un peu plus clair maintenant que tu t'es défaussé de Kyle Kuzma. Mais tu vois, le truc, c'est que tu me demandes ce qu'a récupéré Washington. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'a récupéré Washington. C'est-à-dire, il y a tellement de trucs, ils ont fait tellement de moves. Ils ont récupéré un first, 2 secondes tours, Sidi Sissoko qu'ils ont coupé, Marcus Smart, Alex Len et Colby Jones. Il me semble que c'est ça. De toute façon, vous avez la capture d'écran pour ceux qui sont sur YouTube, mais nous, on l'a pas. Du côté de Washington, il y a aussi le move de ne pas buy out Malcolm Brogdon.
Malcolm Brogdon, qui en gros faisait les yeux doux à pas mal d'équipes, notamment les Clippers. Peut-être la réunion 18 mois après l'annulation du trade pour des problèmes physiques, mais ils n'ont pas coupé Malcolm Brogdon, ce qui montre que avec Chris Middleton, Malcolm Brogdon, Marcus Smart, j'ai un peu plus confiance sur la manière dont tu vas encadrer les jeunes, effectivement. À voir combien de temps ils vont rester, parce que je suis pas sûr que ces joueurs sont destinés à rester plus de 12 mois, on va dire, voire même plus de 6 mois. Après, ils sont dans une situation où, effectivement, tu te débarrasses de Kuzma, donc de facto, ça va libérer de l'usage pour Bilal Koulibaly, ça va On libérer de croirait qu'on l'usage parle de quoi, mais Brown. Bref, Ah, je suis bien sûr. désolé. Who cares? Mais ça va libérer de l'usage pour tous les joueurs. Les Keyshawn George, les Bob Carrington, des joueurs pour quoi qu'on peut penser de leur niveau, ont besoin de volume pour pouvoir un minimum se développer. Mais voilà, le côté de Washington, c'est une équipe qui, voilà, a essayé de s'insérer dans des deals, pas forcément à la même manière, de la même façon que l'a fait le Jazz, mais a essayé, voilà, de récupérer des moves pour garder là le cap sheet, donc la grille salariale des Wizards. Ça n'a aucun sens. Il y a Chris Middleton, il y a Jordan Poole, mais c'est normal que ça n'ait aucun sens. C'est une équipe en reconstruction. Donc voilà, c'est une équipe qui a pris de meilleurs vétérans que ce qu'ils avaient avant pour entourer les jeunes, tout en ayant des joueurs qui, de toute façon, avec Chris Middleton et Marcus Smart, vont jamais jouer. Donc tu libères de usage pour tes jeunes. Donc non, moi j'aime bien ce qu'a fait Washington. Puis contractuellement, il restait après cette saison 2 ans de contrat à l'amical Kuzma, il en reste une à Marcus Smart, il en reste une en option à Chris Middleton. Donc aussi, Oui. tu te libères vu qu'on est sur un projet de reconstruction à moyen terme, tes finances seront plus saines, quoi. S'il faut le dire. Pour tous ceux qui pensent qu'on est dur vis-à-vis de Kyle Kuzma, allez demander aux fans des Wizards ce qu'ils pensent de Kyle Kuzma, et je pense qu'ils vous diront qu'on a même été clément. Finissons par une équipe qui n'a pas bougé. Ce sont les Brooklyn Nets. Est-ce que c'est pas un peu surprenant justement, on les aborde maintenant, les gars qui n'aient pas bougé, Tom, Constant, je sais pas qui veut commencer, le fait que les Nets n'aient pas bougé. Alors, pas bougé à la deadline, mais bon, ils avaient déjà bougé un petit peu avant, en commençant bon, il y avait eu Dorian Finney-Smith, qu'ils avaient envoyé, ils Et avaient Schroeder. récupéré D'Angelo Russell, ils avaient déjà envoyé, Oui, Dennis j'aurais dû le Schroeder. dire autrement, ils n'ont pas dégagé Cam Johnson. Cam Johnson, oui, Voilà. Cam Johnson, qui était un nom, à rajouter sur la liste des All Non-Grizzlies Players qui s'allonge, hein, aux côtés de OG Anunoby, de Michael Mickey Bridges, de Bridges. Jimmy Butler, de Grosse Kevin équipe, Durant. hein. Voilà. Il y a quand même un poste qui revient souvent. Un poste qui revient souvent. De André Iguodala, mais pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, voilà, pour d'autres raisons. Grizzlies Legend, André Iguodala. Mais ouais, c'est vrai que, voilà, globalement, c'est vrai que c'est étonnant que cette équipe-là n'ait pas fait de mais je pense qu'ils se sont dit que de toute façon, les offres qu'ils ont là, ils les auront encore à la draft. Et il y aura peut-être des équipes encore plus désespérées. Et tu as certaines équipes qui n'ont pas, comme pour les pics, tu peux aller jusqu'à 7 ans. Tu as des pics qui sont pas encore débloqués. Et en fait, eux, ils ont tellement de pics qui vont arriver là, puisque là, la prochaine draft, je crois, ils en ont 3 ou 4 au premier tour. Donc, eux, ils vont essayer d'aller chercher des pics lointains d'équipes qui vont vouloir faire des panic moves parce qu'ils ont raté parce qu'ils ont raté leur playoff. Et ils seront là. Et ensuite, on voit que c'est une équipe qui, elle, a priorisé cette notion d'avoir beaucoup de cap space, ou du moins de ne pas avoir un cap rempli. Pour vous donner un exemple, en allant regarder sur Spotrac, hein, il y a la partie active cap, c'est-à-dire que c'est les contrats qui sont garantis dans votre grille salariale pour la saison prochaine. Et les Nets sont aux alentours de 59 millions de contrats garantis actuellement dans la masse salariale. C'est eux qui ont la masse la plus basse. Ils sont 30e. Le 29e à 127 millions garantis dans la masse salariale. Donc voilà. Donc on voit que c'est une équipe qui va utiliser sa flexibilité, soit pour signer des gens, soit pour signer des offer sheets, ou soit pour récupérer des assets d'équipes qui voudront passer en dessous des aprons pour après faire d'autres moves. C'est là où pendant une période on a dit que le fait d'avoir du cap c'était un peu surcoté, mais avec les problématiques d'apron qui se sont débloquées, peut-être parce que clairement en termes de signature de free agent, je suis désolé, je vois le marché, je vois pas ce que peuvent faire les Nets qui serait très intéressant, mais surtout qu'il n'y a plus Ingram. Ouais, théoriquement il n'y a plus Ingram. C'est une classe de free agency. Ouais, je pense que comme on l'a dit,
Ça m'étonnerait que tu ramènes Ingram sans certitude d'une future prolongation. Mais au moins, tu peux utiliser ce cap space pour servir de facilitateur pour C'est des ça. équipes qui veulent bouger. Ils C'est peuvent vrai. même faire, tu vois, un peu des contrats à la Bruce Brown, tu vois, sur Nasrid, tu lui mets 2 ans, je sais pas moi, 25, 30 millions, un truc comme ça, tu vois. Comme ils avaient fait à l'époque. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ton cap Et so Tyler space, Johnson. Ouais. c'est ton cap Bien space, sûr. comme tu ne pourras pas, Evan Turner. et Allen Crabbe, qu'on Non, salue. Alan Crabbe, pardon, je confonds Evan Turner et Alan Crabbe, pardon. Voilà. Donc, voilà, tu vas profiter de ton cap space. Et surtout que quand tu es seul à en avoir autant, c'est-à-dire que c'est ça aussi. Quand vous êtes plusieurs, plus il y a, tu peux dire bon ben ok, tu me donnes pas, moi je te propose ça, tu veux pas, donc je vais voir ton voisin. Mais si je suis seul à avoir du cap space et t'as besoin de faire ton move, ben tu t'es obligé de plus céder quoi, et tu obtiendras plus potentiellement de ton cap space. Eh bien, on l'a fait, les gars. Constant, le mot de la fin. Bah ouais, mais du coup, je rembraye sur une autre équipe. Ça, Vas-y. c'est ballot, ça. 2 équipes, viteuf. Les équipes qui n'ont pas bougé. Orlando n'a pas bougé. Ouais. Incompréhensible. Incompréhensible qu'Orlando n'ait pas bougé parce que Orlando est en roue libre complète. Je pense que c'est l'équipe des 30 équipes NBA, c'est celle qui attend le break le plus impatiemment. Une semaine au repos retour de pour Suggs récupérer aussi. au moins Suggs, voilà, Ouais. et pour pouvoir recharger les batteries. Mais c'est incompréhensible qu'Orlando n'ait pas bougé tellement c'est le foutoir en attaque. Et c'est ce que je disais en off. J'ai une théorie qui dit qu'Orlando ne s'est jamais remis du fait que Malik Monk n'ait pas été free agent et que du coup l'argent qu'ils avaient théoriquement gardé de côté pour Malik Monk, qu'ils l'ont dépensé sur KCP, sauf qu'il n'y avait pas besoin de faire venir KCP. Bref, ça, c'est un autre débat. Et une dernière équipe que je voudrais mentionner, parce qu'on le mentionnera peut-être pas, mais très rapidement, Philly, qui fait venir Quentin Grimes en échange de Caleb Martin. Caleb Martin qui visiblement a des gros soucis de santé et qui aurait fail le test, la visite médicale, ce qui a coûté, je crois, un second tour supplémentaire à Philadelphie. Ça, c'est incroyable. La moitié Younas. Voilà. C'est ça. Mais effectivement, donc du côté de Philadelphie, alors moi j'aime bien que tu fasses venir Quentin Graham. Ils ont fait bouger KJ Martin. Enfin, ils sont passés en dessous de la taxe. Alors Josh Harris est content, ils sont passés en dessous de la taxe. Mais voilà, Quentin Grimes qui est un meilleur joueur que Caleb Martin. Juste pour moi, c'est un peu le même de Brian Windhorst. C'est why do they do that? Puisque en soi, Quentin Grimes est un joueur de très bonne facture, mais qui avait refusé 12 ou 13 millions sur son extension avec Dallas pour, au moment où il était avec Dallas, quand Dallas lui a proposé une extension, il a refusé 12 ou 13 millions la saison pour parier sur lui-même. 12 ou 13 millions, c'est une full mid-level exception, c'est même au-dessus d'une full mid-level exception. Je me demande si Philadelphie va vraiment avoir envie de mettre 15, 16 millions sur un joueur comme Quentin Graves l'été prochain, à surveiller. Ça, vraiment, parce que je m'inquiète de la situation de ce qui peut se passer à Philadelphie cet été, et ce move-là me fait m'inquiéter encore plus. Bah, surtout que c'est l'une des raisons pour laquelle je pense Dallas l'a transféré, c'est qu'ils se sont dit, de toute façon, on va pas le payer, donc on va essayer de prendre quelqu'un qui ait une ligne fixe dans dans la comptabilité, plutôt que quelqu'un qui pourrait exploser la grille salariale qu'on perdrait pour rien. Et puis, je me permets juste de rebondir juste sur Détroit, qui récupère Dennis Schroeder pour essayer de jouer le sidekick, entre guillemets, et de faire sa meilleure impression de Jaden Ivey. Voilà, il a été échangé. Ça lui fait 4 équipes dans la saison, c'est beaucoup. Hein. Ça lui fait 4 équipes dans la saison. On espère pour lui, en tout cas, et pour Détroit, et pour les fans de Détroit, qu'il pourra rendre les minutes sans Cade un petit peu plus respirables, un peu plus respirables pour cette équipe, et qu'il améliorera le niveau plancher de la seconde unit, quoi. Eh bien, j'allais glisser. Podcast 76. Voilà. Bon, à propos des Sixers, bien évidemment. Pas des Pistons, mais voilà. Eh bien, Tom, Constant, alors c'était une décision de dernière minute, mais je pense que le fait de découper l'épisode en 2 était une sage décision, même si à nos mines vraiment fatiguées, on voit qu'on a beaucoup réfléchi pendant cet épisode, mais on en est à plus de 2h15 de bilan, du coup, quand on aligne les deux, donc ça a été très long. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés pour ce double bilan de la trade deadline Est-Ouest, ou en tout cas Ouest-Est dans l'ordre de sortie. N'hésitez pas à faire le bilan dans les commentaires, sur Twitter, par mail, etc.
Alors, vous m'avez envoyé des mails. Je pense qu'au moment où ce podcast sortira, j'aurai répondu à des mails qui datent d'il y a plusieurs semaines. Je m'excuse. C'est dans mon agenda. Je peux même vous le prouver si vous voulez. Je peux même prouver avec mon agenda. C'est écrit dedans. Je vais le faire. Voilà, voilà. N'hésitez pas à nous envoyer d'autres parce que du coup, comme ça, je pourrais y répondre aussi. Et puis nous, les gars, on se retrouve pour l'épisode. Alors c'est une ironie assez extraordinaire, c'est que entre le moment où on l'a teasé et le moment où il sort, il y a eu 3 épisodes entre quand même, ce qui est quand même Incroyable. une performance. Donc la semaine prochaine, sauf je sais pas ce qui pourrait se passer de l'amplitude d'un trade de Luka Doncic, le power ranking va arriver. C'est pour ça que sur certains dossiers comme Cleveland, on a beaucoup parlé de l'impact, on va dire financier, l'impact terrain actuel, mais sans trop se diriger vers les playoffs, parce qu'on en parlera la semaine prochaine des playoffs. Constant, Tom, Dodo, merci beaucoup pour ce double épisode, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Salut!